Merci, merci. Alors merci à vous tous, merci pour cet accueil et puis merci à vous tous d'être présents pour cette, petite présentation. Hem, Cette présentation, en fait, va porter principalement sur, l'origine du racisme. Alors évidemment, vaste débat, vaste discussion et vaste recherche, heu, qui doivent tenir dans 20 minutes. Donc, je m'excuse déjà par avance, je vais être très rapide sur certains éléments, être assez concis, si possible pour que tout puisse tenir finalement, dans les 20 minutes. Je vais avoir mon petit chronomètre ici aussi pour me permettre de pouvoir suivre le temps. Dans cette petite présentation, j'aimerais aborder probablement de certaines notions qui vont être assez, pertinentes peut-être pour la suite, du colloque. Mais le but final, c'est de voir un peu, tout ce qui a pu amener finalement à la cristallisation du racisme, la notion de race et évidemment le passage de racisme biologique, notamment après l'ère des grandes découvertes, jusqu'au finalement néo-racisme qui nous intéresse aujourd'hui. Alors pour ce faire, en fait, j'ai, simplement, bon, un petit sommaire assez rapide. Alors vous voyez que c'est assez chargé. Je vais essayer d'être, concis et puis pas trop rapide. Mais vraiment, je m'en excuse par avance parce que je pense que j'en ai un petit peu trop mis, mais écoutez, que voulez-vous? J'ai chargé un petit peu trop la mule. Ce faisant, donc, on va simplement débuter donc avec, 3 questions qui vont être un petit peu finalement le fil d'Ariane de cette présentation. Aborder la notion de race dans son ensemble, de qu'est-ce qu'elle recouvre exactement, les changements de paradigme qui ont pu arriver avant les grandes explorations et découvertes, puis ensuite de ça, après finalement la Seconde Guerre mondiale. Définir le racisme, si tant est que ce soit possible. Parler un petit peu du racisme du 19e siècle, ce qu'on va appeler le racisme scientifique, le racisme précolonial et colonial. Évidemment, la rupture qui va amener vers le néo-racisme, le racisme d'aujourd'hui et si nous avons le temps de faire une petite conclusion avec quelques petites ouvertures. Alors, commençons. Donc les 3 questions, qui vont être un peu en filigrane, c'est vraiment, comment est-ce que finalement ce concept, cette notion de race peut être définie? Comment est-ce qu'elle peut être vue? Est-ce que c'est un concept ou un terme qui peut être saisi ou est-il complètement insaisissable? C'est un terme aussi qui met mal à l'aise souvent parce qu'on ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec. Est-ce que le racisme d'aujourd'hui est le même que celui du 19e siècle, si tant est que ce soit le même ou non? Évidemment, qu'est-ce qui distingue le racisme dit classique du néo-racisme? La plupart des dimensions, d'ordre historique, je me suis appuyé principalement sur de la campagne et sur Pichot. Pichot qui avait écrit La société pure de Darwin à Hitler et de la campagne qui lui avait écrit un bouquin sur, l'invention du racisme. Donc un bouquin à peu près des années 80-90. Hem, à chaque fois, en bas des acétates, vous allez pouvoir voir les références en règle générale que j'ai utilisées. Donc, elles sont vraiment en libre d'accès évidemment. Je vais m'astreindre à une discipline disons que j'impose à mes étudiants. Alors, d'abord et avant tout, la notion de race, évidemment, que dit la science aujourd'hui? Alors Jacquard nous dit que, grosso modo, il se révèle impossible de classer les différentes populations humaines en races. Pour lui, on peut énoncer soit, qu'il n'y a pas de race dans notre espèce, soit, qu'il y en a une, l'humanité, et ou soit qu'il y a autant d'individus, donc d'humains, que de races. Avec évidemment la démultiplication finalement avec notamment le décodage du génome humain. Lui est vraiment dans cette logique-là. Donc pour lui, tout raisonnement faisant référence à des races humaines est dépourvu de base scientifique. Alors, puisque la notion de race, ne recouvre aucune réalité, il est clair que d'être raciste, c'est-à-dire porter un jugement sur un individu en fonction de son appartenance à une race, est totalement dépourvu de sens. Il insiste sur la notion de sens, pas d'utilité. Ça veut dire que le fait que la notion de race ait perduré dans le temps et été cristallisée dans le temps, c'est qu'elle avait son utilité aussi. Évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. Le mot race fait son apparition dans la langue française, grosso modo, vers la fin du XVe siècle. Euh, Dérive principalement de certains termes, c'est pas encore très clair, on ne sait pas s'il vient finalement du mot, en fait, race à race. Au départ, était vraiment un terme qui était plutôt rattaché au monde de l'équitation, donc des équidés. Dérive principalement du latin, ratio, razza, mais on est toujours dans une logique à la fin du XVe, XVIe siècle, dans une distinction, une dimension de distinction de la sorte ou de l'espèce. Évidemment, c'est anachronique. L'espèce, pas au sens biologique du terme tel qu'on le conçoit aujourd'hui. À l'idée que la race, finalement, aussi, ce qui est intéressant,
et puis apparaître depuis bien longtemps. Ça veut dire que la notion de race existe quasiment depuis l'Égypte ancienne. C'est-à-dire que la distinction dans l'Égypte ancienne ou dans l'Antiquité, de la distinction entre, par exemple, le citoyen de la cité, par exemple, dans la Rome antique, ou plutôt dans la Grèce antique, bah, met de l'avant le fait aussi qu'il y a une distinction. Seulement, cette division est principalement politique, culturelle à bien des égards. Le nous, le eux, le civilisé, le barbare. Et avec une différenciation sociale, une hiérarchisation sociale qui va avoir comme but ultime, vous comprenez dans cette légitimation, de légitimer les stratifications sociales. Une première rupture va arriver, hein, une rupture manifeste à la fin du Moyen-Âge avec la Renaissance, mais surtout les grandes explorations et les grandes découvertes. Lorsqu'on va découvrir principalement l'Amérique, mais aussi la plupart de ces territoires et des nouvelles populations, bah, cette distinction, cette notion de race va recouvrir une nouvelle dimension, c'est celle de la descendance, de la filiation. Puisque le cadre de légitimation et d'explication du monde environnant avant ces grandes découvertes était la religion, bah, à bien des égards, il fallait aussi tout d'un coup pouvoir expliquer la découverte de nouvelles peuplades. Alors évidemment, lorsqu'on va découvrir l'Amérique principalement, les explications d'ordre plutôt religieuse vont identifier ces personnes comme peut-être provenant d'une des 10 tribus perdues d'Israël. On est vraiment dans une logique d'explication. Et évidemment, de plus en plus, le corpus scientifique va commencer à se développer et on va commencer à s'interroger. Mais évidemment, dans le vocabulaire commun, le mot race revient de plus en plus. Et il revient principalement, par exemple, dans la littérature, la dimension poétique, notamment en Angleterre. Un des exemples, c'est les récits de Dunbar, les poètes de Dunbar. Mais surtout, ce qui va nous marquer, c'est l'entrée du mot race dans, finalement, le vocable ou le vocabulaire, la classification de vocabulaire de l'Académie française. On le date à peu près à la fin du XVIIe siècle. Alors évidemment, à partir du 19e siècle, bah, l'Europe va être l'épicentre du développement de l'idée de race au sens biologique. Mais comme je viens de vous le dire, ce n'est pas l'Europe qui a inventé cette notion de race ou par la suite de racisme, elle lui préexistait sous des formes, on pourrait dire, de proto-racisme. Ah, évidemment, la race comme catégorie scientifique bah, va se développer de plus en plus. Alors ce qui va être intéressant, c'est de vous comprendre comment, à travers le 19e siècle, donc avec l'avènement principalement du corpus scientifique, par l'observation, bah, le naturalisme évidemment, la biologie, la chimie, la médecine et l'anthropologie, etc., vont devenir aussi des domaines, des champs du savoir qui vont contribuer dans une espèce de convergence à expliquer, à distinguer et à légitimer finalement cette notion de race. Je vous donne deux exemples. Les plus connus, c'est évidemment von Linné, qui va être l'un des premiers instigateurs finalement de la catégorisation des êtres humains par le biais de caractéristiques intellectuelles, évidemment décroissantes. C'est-à-dire que von Linné va commencer à réfléchir sur comment catégoriser, encadrer finalement les individus selon certaines caractéristiques. Ils vont prendre en lumière évidemment la boîte crânienne ou certaines aptitudes intellectuelles. Évidemment, ceux qui savent comment le test du QI est fait, vous comprenez évidemment le biais qu'il y a dedans. Un autre va être Buffon, qui va être en fait l'un des pères finalement de la pensée justement qui va toucher à cette catégorisation, mais dégénérative. Ça veut dire que lui va mettre de l'avant la théorie de la dégénération. Les variétés humaines sont issues d'une souche initiale, ce qu'on va appeler le monogénisme, qui va finalement, par le biais de plusieurs subterfuges, amener à une forme de dégénération d'une catégorie à une autre. Celui qui va être le grand architecte finalement de l'échafaudage qui va entourer finalement ce monument qu'est la race, malgré lui, hein, ça j'insiste là-dessus, c'est Darwin. Alors Darwin, connu principalement comme naturaliste, hein, va évidemment avoir un récit qui va être le plus connu, son texte, son livre qui sera le plus connu, son œuvre, L'origine des espèces, de 59, qu'il va mettre finalement sur papier grâce à ses observations faites lors de son voyage sur le Beagle dans les années 30. Il va échafauder une théorie de l'évolution, et cette théorie de l'évolution, de l'évolutionnisme, de la lutte pour la vie, de la survivance des plus aptes, de la sélection des espèces, mais aussi de la sélection sexuée, qui, lui, va finalement utiliser à des fins d'explication du monde animal, bah, va être reprise et transposée notamment du domaine de la nature au domaine sociétal. Et évidemment, ceci va amener au développement de ce qu'on connaît tous maintenant aujourd'hui sous le nom du darwinisme social. Ce darwinisme social, développé par Galton, fondateur de la biométrie, va mettre de l'avant, à travers finalement tout son carcan, bah, les pierres angulaires aussi de l'eugénisme. Et là, il n'en fallait qu'un pas pour passer sur cette dimension de l'hérédité. On est à la fin du 19e siècle. Si on revient un peu en arrière,
On a compris qu'à travers le développement notamment du corpus scientifique, on va commencer à catégoriser les individus par von Linné. On va ensuite de ça montrer qu'il y a non pas une forme d'équité, d'égalité, mais de dégénération qui va se faire. Et évidemment que cette dernière peut s'acquérir par le biais de l'hérédité, si cette hérédité est bien gérée et bien cooptée, par le biais d'une idéologie qu'on va appeler eugéniste. Évidemment, le 19e siècle est un moment charnière finalement dans la légitimation des stratifications raciales. Il faut comprendre une chose, c'est que la religion était le corpus explicateur, qui était le corpus explicatif finalement du monde qui nous environnait, mais c'était aussi le biais ou la dimension qui légitimait les inégalités sociales et la stratification sociale. Quand on va dire le fondement religieux va perdre un peu de son importance, ça va être finalement la science qui va prendre le pas, la science, même le scientisme dans certains cas, qui va mettre de l'avant finalement une nouvelle forme de légitimation. Ça veut dire que les connaissances empiriques et idéologiques qui vont en découler, finalement, vont mettre de l'avant une reconnaissance plus particulière de la diversité des cultures, mais des cultures toujours sur un biais biologisant. Évidemment, le développement des sciences au 19e siècle va focaliser notamment sur la biologie et l'anthropologie physique. On rentre dans une logique aussi où on va utiliser la plupart des recherches qui sont faites, même par exemple dans le cas de Mendel, qui travaillait sur des petits pois, pour mettre de l'avant notamment les principes de l'hérédité. Ça veut dire qu'on continue de cristalliser et de justifier, par exemple, la mise en place de politiques hygiénistes, eugénistes aux États-Unis. Je vous le rappelle que dès les années 14, dans l'État de l'Indiana, on commence déjà les politiques de stérilisation forcée. On va le faire ici aussi au Canada, en Alberta, jusque dans les années 50. Et on va être comme ça dans une logique de catégorisation où des individus, pour leur bien, vont être stérilisés. Évidemment, à travers la révolution industrielle, la prolétarisation et la colonisation qui fondent ces sociétés, on va mettre de l'avant une nouvelle forme de gestion de la légitimation des inégalités, à savoir à travers la science et l'eugénisme. Maintenant que ce substrat qu'est finalement la race est défini, ou en tout cas qu'on arrive un petit peu mieux à la saisir, bah, il nous incombe maintenant de définir le racisme. Et là, c'est une aventure très difficile. Comme vous voyez, j'ai pris la définition de Memmi, qui date des années 60 quand même, elle n'est pas récente. Mais c'est celle qui fait consensus parmi à peu près tous ceux que je connais, parmi les gens qui travaillent sur ces dimensions du racisme. Elle est relativement globale, générale et inclusive. Pour lui, le racisme est la valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime afin de justifier ses privilèges ou son agression. On va la répéter parce qu'elle est assez intéressante, parce qu'elle recouvre à peu près tout ce qu'on a vu et ce qu'on va voir. Le racisme comme théorie idéologique, évidemment, vous avez compris, et la valorisation généralisée. Donc, on valorise un élément ou on le dévalorise, mais définitif. C'est-à-dire que cette donnée qu'on va valoriser ou dévaloriser est définitive. Ça veut dire que vous êtes finalement, à travers cette dimension, irréductiblement rattaché finalement à ce trait-là. De différences, de distinctions qui sont réelles ou imaginaires. Réelles, la couleur de la peau est réelle. La forme du visage, etc. est réelle. Mais aussi imaginaire. Imaginaire, ça veut dire qu'on va stigmatiser à travers un stigmate qui peut être visible ou invisible, un individu. Évidemment, ça au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime. Évidemment, afin de justifier principalement quoi? Ses privilèges ou son agression. On est encore dans une logique de légitimation de cette dimension de stratification raciale, évidemment sociale. Les traits, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque ces derniers sont indiqués, un stigmate, alors là, je vous renvoie complètement à l'école de Chicago, qui a travaillé énormément dessus, notamment sur les stigmates, l'étiquetage. Si jamais en dessous parler de Howard Baker, qui a travaillé énormément dessus, on est dans cette logique-là, justement de justification de privilèges. Évidemment, cette science va permettre l'échafaudage, la création, la mise en place d'un racisme européen. Je répète encore une fois que le racisme n'est pas une invention de l'Europe. De la Campagne le dit, la plupart des auteurs comme Pichot le disent, la plupart des historiens sérieux le disent aussi. Et des chercheurs aussi, par exemple, qui touchent à l'anthropologie ou à la sociologie. Et alors, il se construit quand même à travers une chose qui est intéressante et qui est un mécanisme qui revient, c'est l'altérité, la rencontre avec l'autre. Alors évidemment, j'ai pris les deux dimensions qui sont assez connues, celle de la domination. Alors, je vous renvoie au colonialisme de Memmi, évidemment, avec le portrait du colonisateur, mais évidemment, Fanon ou Saïd, notamment dans son œuvre sur, finalement, l'orientalisme. Ça veut dire que
Cette construction dans l'altérité va créer une distinction entre un dominant et un dominé, et que cette dernière va se cristalliser à travers certaines règles, et des règles qui sont régies par un levier de légitimation qui permet de justifier la cooptation d'une population sur une autre. Mais évidemment, elle est aussi inventée. Et oui, si jamais on relit l'œuvre de Saïd dans l'orientalisme, bah, il y a une création de l'autre, une mythification de l'autre, ça veut dire une invention, et quelquefois, cette mythification permet aussi de légitimer. Je vous renvoie aussi aux courants coloniaux, par exemple, de la France en Algérie, aussi en Indochine, dans lequel on va mettre en place cette dimension-là. Et évidemment, tout ceci sur fond d'un nationalisme croissant. Je vous parlais de la France, notamment au Vietnam et en Algérie, enfin au Vietnam, pardon, en Indochine. La France, comme d'autres pays d'ailleurs, lorsqu'ils rentrent dans cette aventure du colonialisme, mettent de l'avant, sans le savoir, ou plutôt en le sachant très justement, de mettre de l'avant une forme de racisme et universaliste. C'est intéressant parce que ça semble être antinomique, racisme et universalisme, mais aussi spiritualiste. Ça veut dire que, à travers finalement ces missions colonisatrices, il y a une mission civilisatrice qui revêt d'une dimension de l'universalisme. La France amène l'universalisme, mais aussi la République, le républicanisme, l'égalité, la fraternité. Évidemment, on rentre dans une logique complète dans laquelle les races supérieures ont le devoir d'apporter aux races inférieures le message universaliste, qui est le leur. Évidemment, dans ce message-là, dans cette grande valise, on va y amener la science, ça veut dire tout ce qui touche à la dimension technologique, au développement technologique, à l'industrie aussi. On est en pleine révolution industrielle, on rentre dans une logique consumériste et évidemment de développement de surplus. Et évidemment, en dernier lieu, dans cette grande valise, c'est la civilisation, la dimension civilisatrice. C'est-à-dire qu'on ramène avec nous Rousseau, Montesquieu, et d'ailleurs, la plupart des personnes provenant des colonies, notamment dans les années 1900 à 1915, vont aller faire leur formation, notamment parmi je vous parle des élites coloniales, hein, vont aller faire principalement leur éducation dans les pays, dans les métropoles. Évidemment, tout ceci nous ramène au récit finalement de Kipling, qui était le fardeau de l'homme blanc, hein, ce fardeau si lourd à porter, qu'il devait absolument amener, cette lumière céleste que l'homme blanc devait ramener finalement aux populations dans les colonies, afin que ces derniers puissent s'élever au niveau de la civilisation. Alors, le début, évidemment, du XXe siècle devient assez intéressant. Alors, juste vous dire, je ne vois pas les commentaires. Je me suis mis en plein écran, donc si jamais, par exemple, je vais trop vite ou que, par exemple, je dépasse le temps, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, le début du XXe siècle va mettre de l'avant des courants idéologiques qui vont, encore une fois, être portés toujours par ce qu'on a vu, à travers notamment l'avènement du corpus scientifique, von Linné, Buffon, Galton, l'hérédité, évidemment Mendel, et l'avènement ensuite de ça d'un courant colonialiste. On est toujours dans une continuité. Il n'y a pas encore de rupture. La rupture, on l'a eu au Moyen-Âge, entre le Moyen-Âge et la Renaissance, une première rupture entre religion et science. Évidemment, les courants idéologiques vont concevoir une liaison entre la race, finalement, et les traits du comportement. C'est une des dimensions qu'on va ajouter. Ça veut dire que tout d'un coup, la dimension psychologisante va aussi rentrer, moralisatrice aussi d'ailleurs. Ça veut dire que ces doctrines vont se fonder principalement sur des caractéristiques psychologiques, mentales et même morales. La moralité, ces tribus barbares à moitié nues qui copulent ne sont pas morales et il faut qu'on leur ramène. Évidemment, la religion, dans la valise notamment des jésuites, va énormément aider ces derniers à travers notamment les courants missionnaires. Et évidemment, la plupart de ces dimensions moralistes peuvent être transmises par voie héréditaire et donc ne sont pas modifiables. Elles sont irréductibles. Une dimension biologique, ma couleur de peau, c'est-à-dire que moi, mon teint de peau, il est irréductible. Je ne peux pas me l'enlever, je peux dépigmenter par des technologies, mais c'est ce que je suis. La forme de mon visage, de nez, etc., c'est ce que je suis. Eh bien, on va commencer à biologiser des traits, même des traits qui sont de l'ordre de la morale. Évidemment, la hiérarchisation des races, c'est une justification des dominations et de l'exploitation des races supérieures sur les races inférieures. Je reprends ce qu'avait dit notamment précédemment en dessous. On est dans une logique aussi de légitimation. Ainsi, ce qui va expliquer le différentialisme racialisant entre les hommes n'est pas l'histoire, mais évidemment la culture ou l'expérience, mais la filiation raciale qui renvoie à un ordre naturel. C'est quand même assez intéressant de comprendre que ce différentialisme raciste, racialisant entre l'homme, va se constituer à travers une filiation qui va toujours le renvoyer à sa nature. Ça veut dire qu'il ne peut jamais s'en sortir.
Ça veut dire que ceci colle à la peau, un peu comme les cagots sous l'ère espagnole, vous savez, les descendants de lépreux qui ont été jusqu'à la fin du XVIIe siècle ostracisés parce qu'ils étaient descendants de lépreux. Ben, on est encore dans cette logique-là. Une logique du trait non physique, moral par exemple, qui deviendrait complètement biologisé et qui deviendrait quasiment collant à la peau. Évidemment, vous avez en tête pas mal de faits historiques qui nous ramènent à ça. La rupture va arriver principalement suite à la Seconde Guerre mondiale. Suite évidemment aux horreurs de la Shoah, il va y avoir l'instauration d'un cadre antiraciste, mais aussi avec tous les courants décoloniaux. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une logique de décolonisation. Et évidemment, ceci va amener à une mutation du racisme dont la forme finalement diffère des autres par plusieurs caractéristiques. J'accélère un peu juste pour qu'on puisse finir. C'est bientôt, ça achève. Évidemment, la rupture, après le colonialisme et l'hégémonie d'un racisme biologique, peut-on voir dans le racisme culturel, donc le nouveau racisme, la nouvelle forme justificatrice d'un racisme respectable? Là, je reprends mot pour mot les termes de Rachel Antonius. Ainsi, on ne se base plus sur la physiologie raciale, mais sur l'identité culturelle. Alors, c'est insidieux. Évidemment, je prends aussi les travaux de Marie Potvin, je prends les travaux aussi de Paul Hitch, je prends les travaux de Jean-Claude Icard, etc. Le CRIEC, par exemple, le CETUM aussi, on travaille dessus, le Cerium aussi. Alors, on est dans une logique, tout d'un coup, où il va y avoir une transition. Alors, comment est-on passé d'une représentation de l'autre, se basant d'abord sur des différences de caractère physiques et visibles, la couleur de peau, etc. Par la suite, pour laisser la place à l'incompatibilité culturelle, évidemment sous-jacente, beaucoup plus acceptable. Je reprends Antonus. Oui, parce qu'aujourd'hui, plus personne dit vraiment d'une autre personne. Bon, ça arrive encore, mais c'est rare. On n'est plus dans une logique d'infériorisation, c'est-à-dire de racialisation biologique, d'infériorisation. C'est très rare. En tout cas, ça arrive, mais ce n'est pas ce qui est dominant. Ce qui est dominant, c'est plutôt l'avènement d'un néo-racisme, d'un nouveau racisme, que lui, qu'on pourrait catégoriser comme plutôt culturel. Alors, je reprends Marie Potvin, je sais qu'elle est ici, ça va peut-être lui faire plaisir. Donc, je reprends une de ses citations dans Racisme et discrimination. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les sociétés occidentales sont passées d'un racisme systématisé sous forme d'idées, de théories, de doctrines reposant sur la présomption de l'existence de races inégales entre elles, à un néo-racisme, ce que je viens de vous dire. Évidemment, des droits de la personne plus implicites recentrés sur la double thématique. Et cette double thématique, elle est fondamentale, parce que celle-là est aussi irréductible. Votre identité est irréductible, mais aussi les différences qui sont fondées sur des critères de différenciation à l'apparence plus légitime. Votre religion, votre culture, votre langue, votre origine, votre attachement national sont des éléments qui sont fondés à travers finalement l'identité. Évidemment, on va assister donc à un glissement de la notion du biologique vers la culture. Et là, je reprends Balibar et Wallerstein, finalement, dans lesquels ils nous mettent de l'avant le fait que le racisme, dont le thème dominant n'est pas l'hérédité biologique, mais l'irréductibilité des différences culturelles. On ne peut pas les réduire. On peut revenir sur le fait qu'il n'y ait pas d'infériorisation. Ça veut dire qu'on va dire, non, effectivement, il n'est pas inférieur ni supérieur à moi. Par contre, on n'a aucune compatibilité du vivre ensemble. Et ça, c'est irréductible, c'est irréconciliable, à moins qu'il se plie finalement à certains traits d'identification culturelle qui sont, selon nous, plus acceptables. Évidemment, c'est un racisme qui, à première vue, ne postule donc pas cette supériorité, mais vraiment qui va ramener plus à une incompatibilité des genres de vie et des traditions. Pour réconcilier ça, c'est beaucoup plus difficile. Évidemment, il y a donc un changement sémantique, de signification qui est insidieux. Subtile transition de la science vers la culture, apparition d'un racisme sans race. C'est magnifique, parce que tout d'un coup, on va se centrer sur l'identité culturelle et non plus sur la donnée organique, biologique, physiologique, réelle ou imaginaire. La supériorité biologique européenne fut donc remplacée par une supériorité plutôt du mode de vie, civilisationnel, consumériste, mais aussi qui touche à la politique, à la démocratie, à la gestion quotidienne, la gestion des groupes. Évidemment, ceci va permettre aujourd'hui de cristalliser une notion culturelle qui va différer fondamentalement de l'aspect biologisant du racisme. Là, je reprends Idée du Charme qui nous disent que le procédé reste le même. C'est ce qui est insidieux d'ailleurs. Puisque la culture reste dotée des mêmes propriétés de la race, devenant ainsi une donnée naturelle qui constitue alors le principe premier de tous les rapports sociaux et interindividuels. Pour conclure, je pense que je suis dans les clous, à peu près, j'ai une petite minute de retard.
Donc, ce qu'on a vu tout simplement, c'est la légitimation, hein, finalement, de cette notion de race et de racisme à travers des carcans qui étaient religieux, scientifiques et aujourd'hui culturels. On s'est interrogé un peu de savoir si le néoracisme était l'héritage du colonialisme ou une modification. Évidemment, c'est une vaste question, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Comment saisir un phénomène si fuyant? La compatibilité des styles de vie, culture, religion, morale, la réconciliation est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Elle est insaisissable, elle est fluide. Alors, les solutions, Habib m'a demandé de réfléchir à des solutions. Écoutez, c'est des poncifs, hein, éducation inclusive, hein, multiculturelle évidemment, antidiscriminatoire, c'est déjà tout ce qui a déjà été dit précédemment, ouverte, interculturelle et antiraciste. Alors, évidemment, la question du vivre ensemble et de la gestion de la diversité met de l'avant différentes solutions qui tendent à être mises en place en ce moment, notamment à travers l'utilité du groupe d'action contre le racisme. Je sais que certains parmi vous s'interrogent, hein, sur l'utilité réelle de ces GACR. Est-ce qu'ils le sont? Est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce que c'est simplement quelque chose qui a été maquillé en quelque chose d'un peu plus insidieux? Est-ce que c'est du récupérage politique? Vaste question. Évidemment, il y a un risque de ressac. Inéluctablement, un risque de ressac d'abord de contre-feu, de backfire de ce qu'on essaye de faire pour que cela devienne quelque chose d'un petit peu plus insidieux, de plus violent finalement au retour? Ou alors, est-ce que ce n'est simplement pas quelque chose qui a déjà été fait et qui tend simplement à être remaquillé? Je reprends là les mots d'Icare. Je pense qu'au final, pour revenir un peu sur ce que disait, en dessous, c'est que le but, c'est d'agir sur la structure. L'action sur l'individu se fait déjà depuis pas mal de temps. Il est temps maintenant d'agir plutôt sur la structure, hein, des espèces de vieux relents de mes cours d'anthropologie, notamment Lévi-Strauss, dans lequel finalement la structure, dans certains cas, peut prévaloir sur l'individu. Évidemment, je caricature, hein, mais dans lequel probablement qu'il est temps d'agir sur la structure, sur la socialisation, sur les corpus éducatifs, sur aussi les programmes scolaires qu'on donne à nos enfants de l'école maternelle jusqu'à l'université. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer encore des heures, mais je tiens à vous remercier évidemment pour votre écoute. Merci, Monsieur Benaïch. Vous avez vraiment enrichi nos réflexions, puis amené un nouveau prisme d'analyse des situations et du phénomène du racisme. Alors, on a plusieurs questions. Il y en a beaucoup qui demandent est-ce qu'on peut avoir accès à votre PowerPoint. Donc, je pense que le contenu… Je le donne, c'est cadeau. Super, je pense qu'il va être diffusé avec plaisir. Alors, je vais prendre deux questions. Une première question, pensez-vous que la théorie évolutionniste de Darwin a été utilisée pour promouvoir l'idée de race supérieure? Alors ça, c'est pas moi qui le pense, mais beaucoup d'auteurs le pensent. Si jamais on reprend Balibar, si on prend Wallerstein, si on prend Pichot, si on prend la plupart des penseurs, donc anthropologues, sociologues et même historiens, Darwin, malgré lui, sa théorie a été récupérée notamment lorsqu'elle a été reprise en compte par Francis Galton, lorsqu'il met en branle finalement sa théorie finalement de l'eugénisme, de l'hérédité qui va faire naître l'eugénisme qui va principalement être cristallisé aux États-Unis, notamment au Nord-Est, avec notamment Davenport, Pearson, qui est Rockefeller, qui va être un des mécènes. Donc oui, probablement que Darwin, malgré lui, a été l'un des instigateurs à travers sa théorie de l'évolutionnisme lorsqu'il y a une transition vers plutôt le corpus sociétal humain, finalement des théories plus racistes, notamment qui vont émerger au XIXe siècle. Ok, merci. Alors, une deuxième question, est-ce que les approches antiracistes doivent être enseignées dans les cégeps? Ouf. Alors, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que enseigner l'antiracisme mérite qu'on ait une bonne base, notamment sur ce qui a trait à toute la littérature qui touche au racisme et aux races. Ça ne doit pas devenir aussi un cours parce que je connais le milieu éducatif, hein, et j'y œuvre depuis 14 ans maintenant. Il y a des réalités structurelles par rapport à l'attribution des cours. Ça veut dire que des cours peuvent être attribués à des profs pour simplement combler des tâches. Est-ce que des cours qui sont aussi importants peuvent devenir une variable simplement de comblage de tâches? C'est une des questions que je me pose en premier. Je pense qu'il est important, structurellement parlant, avant tout, de réfléchir à comment est-ce que notre programme scolaire est fourni des commissions scolaires, enfin en tout cas du ministère de l'Éducation jusqu'aux entités scolaires. C'est la première question que je me pose. Il y a des courants historiques complets. Moi, je suis toujours surpris de voir mes étudiants finissants qui savent toujours pas c'est quoi l'eugénisme, par exemple. C'est quelque chose qui m'interroge. Et évidemment, je pense que éduquer l'antiracisme est fondamental.
c'est la méthode que je risque de questionner et je m'interroge parce que vous comprenez que quelqu'un qui apprend une semaine avant, qui va donner ce cours-là, qui a jamais donné ce cours-là, qui a aucune notion qui touche à ces dimensions-là, que va-t-il faire si ce n'est finalement récupérer des bouquins qui sont eux-mêmes émis par le biais du ministère? Donc, il est important quand même de s'approprier finalement ces informations-là, mais inéluctablement, on va devoir y arriver, effectivement, de pouvoir intégrer dans la structure éducative ces dimensions d'antiracisme. Donc, c'est le comment qui va être important. Tout à fait, pour moi, c'est fondamental. Alors, merci beaucoup, Monsieur Benaïch, pour tout cet enrichissement et cet Je vous apport. en prie. Et puis, nous vous invitons à rester avec nous